Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un atout majeur pour l'histoire de Monaco. Responsable des opérations de réhabilitation du patrimoine du palais, il fait revivre les messages du passé cachés au fil des siècles. Bonjour Christian Gauthier. Bonjour Geneviève. Christian, je disais que tu faisais revivre des trésors cachés. Alors, évidemment, la grande actualité du Palais Princier, et je crois que les travaux ont démarré en 2015, si je ne me trompe pas, la grande actualité du Palais Princier en tant que monument, en tant qu'édifice, bâtiment, appelle ça comme tu veux, c'est la réhabilitation de ces fresques. Alors, qui part, je ne sais pas, est-ce que ça part au départ d'une envie de donner un coup de neuf? C'est quoi qui déclenche tout ça? En fait, ce qui déclenche tout ça, c'est Monseigneur, qui manifeste son intérêt pour la restauration du palais, puisqu'il entreprend des grands travaux sur la toiture, sur les façades, etc. Et à un point nommé, il considère que dans la cour d'honneur, alors que des petits travaux sont en train de s'effectuer, il aimerait accentuer le processus et puis aller un peu plus loin dans ce domaine-là. Et c'est à ce moment-là que j'interviens d'ailleurs pour assister les gens qui sont sur place, pour développer une équipe qui va intervenir sur les façades de la cour d'honneur. À ce moment-là, personne n'imagine que nous sommes face à un tel projet, une telle découverte. Nous travaillons sur des fresques qui sont là, murales. Que tout le monde a déjà vu. Que tout le monde voyait. Tout le monde pensait qu'elles étaient issues vaguement pas vaguement, mais enfin qui étaient issues d'un grand projet qu'il y avait eu au 19e avec Charles III, où il y avait une rénovation importante du palais. Et tout le monde pensait à peu près, et d'ailleurs les dernières informations ou documentations qui existaient révélaient cet état-là. Notre surprise a été grande lorsqu'au cours de ces travaux-là, on a commencé à visualiser ce qui se passait sous la galerie, enfin sur les plafonds de la galerie. Là, tu parles de la galerie Hercule. De la galerie d'Hercule. Ouais. Et c'est là nous avons commencé à déceler, et l'équipe qui était en place a commencé à déceler la présence de ces fameuses fresques qui ont donné lieu ensuite à toute cette découverte-là. C'était inespéré. C'était inespéré parce que c'était des fresques assez anciennes, c'est des fresques Renaissance. Alors, on va dire qu'elles sont présumées, parce qu'on n'y était pas pour le garantir. Donc, on a un faisceau d'informations qui nous confirme qu'effectivement, elles sont dans la lignée de ce qui se faisait au XVIe siècle à Gênes, et que le développement de ces zones du palais s'est accentué et s'est transformé au XVIe siècle. De ce fait, les fresques originelles sont associées à cette transformation du palais. Et ensuite, les analyses, que ce soit en histoire de l'art, les recherches dans les archives. J'imagine que les techniques que vous avez trouvées, les pigments utilisés, enfin les matériaux peut-être? Alors les matériaux nous donnent des informations importantes, mais pas sur des datations. C'est plus compliqué. On peut faire des datations sur des rapprochements. Mais il faut qu'on ait une base précise pour nous indiquer un certain nombre de choses. Mais ça aussi, ce sont des recherches qui sont en devenir, puisqu'il y a des nouvelles technologies qui se développent d'heure en heure, si je peux dire, et sur lesquelles on est très intéressé, quoi. Donc, oui, on a une présomption très très forte, naturellement, on est à 95%, 98% sûr qu'il s'agit de fresques Renaissance. Maintenant, dire la date précise, ça, on aura du mal à l'affirmer. On se situe, parce qu'historiquement, ça se passait comme ça, qu'on est entre les années 1540 et 1560. C'est quelque chose comme ça. Mais précisément, on n'en sait pas plus. Ouais. On sait qui les a faites, ces fresques? Qui les a peintes? Alors, merci de me poser la question. Toute l'histoire est là. Les recherches, à partir du moment où on découvre, il a fallu donc enlever tous les repeints qu'il y a eu pour commencer à comprendre ce qu'il y avait. Donc ça nous a pris un certain temps. En même temps... Enlever les repeints, pardon, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire on enlève toutes les couches qui sont dessus.
Exactement, au cours des siècles et des années. En essayant de ne pas les abîmer. Ah ben voilà, la grande difficulté, c'est ça, c'est de les conserver le mieux possible, mais tout en retirant les peintures qui ont été rajoutées par la suite. Il y a plusieurs techniques qui ont été développées. On a un peu compliqué la situation parce qu'en plus, le projet est éco-responsable. Donc on a proscrit un certain nombre de techniques et de produits en particulier qui nous ont obligés à générer d'autres façons de faire. Ça a rallongé le temps ? Probablement, oui. Ça a rallongé le temps, mais l'enjeu en vaut la chandelle, puisque c'est la santé des opérateurs, de l'équipe, c'est la santé des fresques elles-mêmes aussi, puisque sur des produits chimiques, on n'a pas trop d'informations sur les conséquences d'utilisation de ces produits chimiques-là. Mais en ce qui nous concerne, en tout cas, on a développé cette technique-là, ça a pris un peu de temps, effectivement. Pour ce qui est, et en parallèle de ça, il a bien fallu commencer à explorer le domaine historique, le domaine même en histoire de l'art. En historique, on a fouillé dans les archives. Petit à petit, on a commencé à voir des choses qu'il n'y a pas. On a même fouillé dans les archives génoises, puisque le projet vient probablement de Gênes. Et d'ailleurs, on a mis le doigt sur toute une information concernant l'importance de la famille Grimaldi à l'époque, ce qui était une très grande famille, une vieille famille génoise, qui avait un fort développement et qui, naturellement, avait besoin d'affermir sa souveraineté quelque part. Ils ne pouvaient pas le faire à Gênes, donc ils l'ont fait à Monaco. C'était déjà en cours, mais ça a été vraiment consolidé à ce moment-là. Et toutes ces informations nous ont conduit, et pour finir, le seul document tangible que nous y avons retrouvé, il a été retrouvé dans les archives du Palais, atteste de la présence d'un peintre. C'est une quittance pour un remerciement de travaux faits à un peintre qui s'appelle Nicolosio Granello et qui est un peintre connu dans le répertoire des ateliers génois. On a retrouvé une quittance pour ce peintre. Oui, c'est une gratification. Elle est signée d'un régisseur. Oui, elle est datée, elle est originelle et elle fait référence au travail qu'il a exécuté. Malheureusement pour nous, la localisation de son travail n'est pas précisée, mais il reçoit une forte somme d'argent. Ça a été, comme à l'époque on le faisait souvent, ça a été documenté et conservé en archive, puisque c'est un document notarié, et c'est à la suite de ça qu'on a pu le faire ressortir. C'est parce qu'au Palais, il y a un certain nombre de fonds notariés qui sont encore en train d'être explorés actuellement. Donc on a un premier pas. Cet artiste est remarquable. Il a toute une histoire. C'est un jeune artiste. Il faut savoir italien, génois, mais qui a travaillé à Gênes. Il faut savoir qu'à Gênes, il y a, à cette époque-là, il y a une profusion d'ateliers qui se développent, des grands noms. L'épopée raphaélienne, donc du peintre Raphaël, atterrit en 1530 à Gênes, au palais Doria, et se développe ensuite dans tous les palais génois, et il y en a énormément. Et en même temps, on a un palais qui se développe aussi à Monaco. Ah ouais, alors c'est pas totalement incongru qu'un peintre génois se retrouve à Monaco pour faire des fresques qui vont traverser l'histoire. Parce que, en fait, ce que tu me dis, c'est qu'il y avait une école génoise sur ces techniques, sur cet art-là. Il y avait Absolument. Il y a le maniérisme raphaélien est développé à Gênes au travers de plusieurs ateliers. Et il se trouve que Nicolosio Granello participait à des grands ateliers. Il a travaillé avec des grands ateliers. Il a même travaillé avec Luca Cambiaso, qui est un des plus grands peintres génois, pour certains génois, qui est même comparé à Michel-Ange. Ouais. Donc on est avec les dessins il y a certains dessins de Granello qui sont au Louvre actuellement. Et on essaie d'étudier parce qu'on veut faire des relations avec tout ça. Ce que tu me dis, c'est que c'est pas un peintre génois, c'est tu l'as dit il y a quelques instants, c'est un top 5. Oui. Pour le dire de manière moderne, c'est un top 5 des références de l'époque. Et donc, ça atteste quoi, en fait ? Ça atteste que le palais était un lieu prestigieux ? Ça atteste quoi, en fait ? Ça atteste que la famille Grimaldi a voulu développer sa souveraineté à Monaco et que, par ce biais-là, ils ont pris les meilleurs d'entre eux, enfin en tout cas ceux qui étaient disponibles, parce que certains peintres sont partis en Espagne ou ailleurs, mais là on fait appel à une équipe en tout cas importante, parce que le palais vaut bien ça, et que la famille Grimaldi peut se le permettre aussi. Oui, parce que tu dis, il reçoit une forte somme d'argent, c'est pour l'époque et pour le marché de l'époque,
Ça représente quelque chose qu'il reçoit ? C'est assez considérable, oui. Alors, je ne peux pas donner l'équivalent aujourd'hui, on n'a pas fait ce calcul-là, mais pour l'époque, c'est une somme très remarquable, inhabituelle même. Donc, il est remercié parce qu'il a fait un travail remarquable. Pour nous, dans la recherche, c'est extrêmement intéressant parce que lorsqu'on compare son travail à Monaco avec celui qui est connu à Gênes, on reconnaît un certain nombre de zones, mais il y a d'autres zones et d'autres motifs qui sont prestigieux, qui sont magnifiques, qui sont extraordinaires. Qui sont uniques. Mais qui pourraient, absolument. Mais oui, il y a une patte, il y a une facture particulière, mais qui ne correspondent pas à sa main. Et lorsqu'on compare cet élément-là avec des éléments génois, on n'arrive pas vraiment à trouver l'équivalence. Donc là, il y a un mystère qui s'est développé. Est-ce que c'est ce Granello qu'on a cru mort jeune, mais qui en fait ne serait pas mort, et qui serait allé à Rome réétudier la peinture et serait revenu ensuite à Monaco. C'est une piste possible, en tout cas. On a des chercheurs qui sont actuellement à l'université de Gênes et qui travaillent sur ce sujet. Mais c'est passionnant de voir qu'on est dans la vie des peintres, on est dans leur mouvement, de leur apprentissage et de leur évolution et de leur recherche de perfection. Et là, ce que nous avons aujourd'hui, c'est un travail, alors on ne va pas appeler de perfection totale, mais on est avec des génies qui ont travaillé d'une façon remarquable et qui soient suffisamment reconnaissables pour maintenant être introduites dans des catalogues prestigieux. Oui, parce que là, on a parlé de la référence historique et de la référence de l'époque, mais à l'échelle d'aujourd'hui, comment on fait exister cette œuvre sur la scène alors j'allais dire internationale, je pense que oui, c'est de dimension internationale. Comment on l'a fait exister ? Est-ce qu'on publie ? Est-ce qu'on invite à venir voir ? Comment on fait exister ça ? Parce que c'est bien de dire on a ça, mais comment on le fait reconnaître par la communauté ? C'est le cœur du problème, c'est qu'au départ, nous ne sommes pas souciés de ça. C'est-à-dire que nous avions un enjeu particulier, on partait de rien, on fait une découverte, puis 2, puis 3, puis 10. Il faut les identifier, il faut travailler autour de tout ça. Et nous avions une petite particularité à Monaco, puisque nous avons été amenés quasiment seuls, on va dire, à développer tout ce projet. Il n'y a pas d'organisme de tutelle comme on pourrait avoir la BRAC ou ailleurs. Il n'y a pas d'institut du conservatoire. C'est d'un certain point de vue, c'est une grande liberté, mais en revanche, c'est une énorme responsabilité. Et de ce fait, ça nous a poussés à aller plus loin dans les investigations, et ça nous a poussé sur la voie de la recherche un peu plus que sur un chantier de conservation-restauration habituel. Donc ça, on a créé une base de données en fait extrêmement importante. On a créé plusieurs axes de recherche qui sont toujours d'actualité. Avec ces axes de recherche, on a su intéresser beaucoup de gens. Les premières personnes, c'était le comité scientifique. Lorsqu'on a créé ce comité scientifique au départ, puisqu'il a fallu on a souhaité être assisté dans ce domaine-là. Oui, puis il faut être entouré pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises, pour être sûr qu'on ne va pas endommager ce qu'on fait. Et pour valoriser aussi ce qu'on a. Et lorsque j'ai posé la question, il y a plusieurs personnes du comité scientifique que je connaissais auparavant, que j'ai invité à venir, ils m'ont dit oui, pourquoi j'ai dit, on a découvert des fresques, c'est très intéressant, tu devrais venir voir. Ah bon, oui, bon. Et les gens en fait allaient se renseigner auprès de leur père. Je pense à un architecte des monuments historiques français et qui me disait, qui est allé voir auprès de ses collègues en disant qu'est-ce que tu penses toi de Monaco ? Tu sais, Monaco, on a tout vu, à part le Grand Prix, je vois pas ce que tu vas voir. Moi, j'ai insisté un peu et quand j'ai fait venir cette personne-là, et lorsqu'il est venu, que je lui ai montré, il m'a dit oui, là, on ne parle plus de la même chose. Là. C'est plus le Grand Prix, là. C'est plus le Grand Prix. Et là, il a compris tout de suite, il a adhéré tout de suite. Et ensuite, après, ça a été très simple de fédérer des gens autour de tout ça, puisque le sujet lui-même est tellement remarquable. 600 mètres carrés de fresques découvertes comme ça, pas uniquement, mais avec tout le travail qui est fait autour de tout ça, ça a généré de l'intérêt pour les chercheurs en histoire de l'art, en technique, en laser, on parle d'imagerie maintenant, on parle de thermographie, on parle de toutes sortes de choses. Quoi. Moi j'ai eu la chance, et d'ailleurs c'est toi qui nous avais invités, qui avait invité l'équipe, j'ai eu la chance de visiter le chantier, alors il y a quelques temps déjà, je pense qu'il a encore évolué, mais ce qui était impressionnant, c'était la pointure des techniques et des techniciens, parce qu'il y a aussi les gens, il n'y a pas que les techniques, il y a ceux qui les font fonctionner. C'était quand même très étonnant,
parce que c'est vrai, on a tous cette image d'Épinal que dans le palais à Monaco, on va rien trouver d'extraordinaire, et que là, on se retrouve face à un pan d'histoire et en même temps un pan d'histoire de la technologie, parce que voilà, notamment, alors tu m'as montré ce travail au laser qui était incroyable, et tu nous as fait mettre des lunettes pour regarder ça. Bien sûr. Donc voilà, on est aussi à la pointe d'une certaine technologie dans cette aventure. Oui, alors ça c'est le plus impressionnant, on va dire, mais après, sur le point de vue des analyses et des méthodologies de compréhension des matériaux et d'un certain nombre de choses, on va très loin aussi. Le laser est encore à l'étude chez nous. Il a bénéficié pendant de nombreuses années d'une assez mauvaise presse, qui est dépassée maintenant. Les chercheurs ont compris que selon comment on l'utilise et avec quel type de laser, on va arriver à des résultats qui ne sont pas dangereux pour l'objet sur lequel il est utilisé. Mais on est obligé aujourd'hui de continuer cette recherche et d'adapter tous les lasers, l'utilisation des lasers aux particularités des désordres qu'on est en train de réparer avec ça ou des salissures. Et ça, de ce point de vue-là, on en est à notre 3e laser. Pour une petite structure comme nous, c'est assez important. Au Vatican, ils en ont un peu plus, mais il y a plein d'endroits où ils n'en ont pas. Et donc, on fait partie quand même des gens qui avons compris, et c'est un peu la nécessité liée à l'éco-responsabilité, puisqu'on ne veut pas utiliser de produits pour nettoyer, il faut bien trouver un moyen pour enlever les salissures. Et le laser aujourd'hui correspond tout à fait à ce genre d'objectif. Et on arrive, depuis toutes ces années, depuis que tu es venu la dernière fois, à une sorte de performance, je peux dire comme ça, sur son utilisation et sur les résultats vraiment incroyables auxquels on arrive avec cette pratique-là. Et on travaille en collaboration étroite avec des fabricants de lasers, et on est aussi dans un environnement de colloques, et tu parlais tout à l'heure des publications. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le temps, on a commencé à penser publication, on a commencé à penser partager d'une façon efficace toutes les avancées, toutes les approches que nous avons pu avoir. Et nous avons lancé un programme d'ailleurs de présence dans un certain nombre de colloques, avec, in fine, je te le confirme, une organisation d'un colloque scientifique créé à Monaco à ce sujet-là. Donc en 2026, nous allons avoir notre propre colloque, qui va être le début, je pense, d'une autre ère, qui va être l'ère de la recherche qui va venir après. On est en train d'imaginer la création, par exemple, de rencontres sur la Renaissance à Monaco. Ce qui peut paraître bizarre, puisque la Renaissance à Monaco était absolument inconnue il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, on a des relations avec des gens à Rome, avec Gênes, avec Fontainebleau, avec d'autres... Ça n'a pas ouvert qu'un pan d'histoire de l'art, ça a ouvert un pan d'histoire... alors même si on savait qu'elle existait, mais... parce qu'on accompagne les seigneurs de Monaco, puisqu'à l'époque, ils n'étaient pas princes, mais on accompagne les seigneurs de Monaco dans... en tout cas, leur compréhension des enjeux importants, puisque ce que tu me racontais, moi je me souviens, tu me racontais que les mises en scène, ce qui est peint, ça a aussi une valeur symbolique, c'est pas uniquement pour faire joli en fait. Bien sûr. L'iconographie qui est utilisée est un message, en fait, c'est la publicité, hein, c'est un message, c'est de la communication. C'est de la communication, oui. Pas que, mais c'est aussi de la communication. Quand on parle sur la galerie d'Hercule, par exemple, de toutes ces allégories qui représentent les arts libéraux, les vertus, etc., il y a un message fort qui indique que l'éducation, la connaissance est au centre de la vie d'un seigneur. Et quand en plus on met en corrélation avec ça tout un cycle d'Hercule, on se dit mais quelle est la relation entre la violence et enfin la violence, en tout cas la force, et cette proposition sur l'éducation, eh bien il y a certains chercheurs qui nous disent oui mais c'est normal parce que pour protéger les arts il faut le faire avec fermeté et avec détermination. Et qui, plus que Hercule semble déterminé, arriver à ses fins, quoi. Je veux dire, c'est ce genre de message qui est intéressant. D'autant plus que, et ça c'est amusant aussi,
et j'invite tous les visiteurs à se poser la question, pour décrypter ce qu'il y a au plafond, parce qu'on peut le comprendre, c'est de la mythologie, c'est dans des écritures qui existent déjà, mais on peut assez facilement comprendre les gestes qui sont posés. Ouais. Et eux, les seigneurs de l'époque, s'amusaient à décrypter eux-mêmes, mais ils décryptaient aussi les images qu'il y avait autour. Parce qu'il y a tout un langage qui indique que ce qu'il y a autour évoque ce qu'il y a au milieu. Il y a la scène centrale et puis il y a la périphérie. Il y a la périphérie, En fait, on raconte une histoire partout, et en particulier dans la salle du trône, où on en sait beaucoup plus aujourd'hui, sur justement cette iconographie. Et puis globalement, le message, on est en train d'y travailler dessus, on n'a pas terminé là, mais globalement, on sait à peu près où nous amène le prince de l'époque. Lorsqu'on parle de la vanité, lorsqu'on parle de la famille, de la détermination, de l'éducation, on parle de concepts qui touchent de près le seigneur de l'époque. Ben c'est ça. C'est parce que en t'écoutant, je me dis bon, on est parti de la galerie, on est dans la salle du trône, donc on a déjà voyagé à l'intérieur du palais. Enfin, en tout cas, on a cheminé à l'intérieur du palais. Ça veut dire que ces fresques que vous avez découvertes ne sont pas localisées, elles sont partout. Alors ça, c'est une grande question aussi. Pour l'instant, nous sommes délimités dans une sorte de département, une zone. Nous pensons que cette zone-là a préservé en fait. Ces fresques-là, mais on n'a pas exploré au-delà. On s'est limité pour l'instant, parce que ça fait déjà plus de 10 ans qu'on est dessus, donc on pourrait être à même de trouver encore des éléments, mais on pense qu'on va explorer à peu près la totalité des appartements, en tout cas qui se visitent actuellement, d'ici 3-4 ans, 4-5 ans peut-être, maximum. Parce que tout ça prend un temps infini. Je disais, il me semblait que les premières recherches ont démarré, enfin les premières découvertes datent de 2015, donc on est déjà presque à 10 ans de recherche. De découverte. De découverte. Et le programme de restauration, vous l'imaginez jusqu'à... Pour l'instant, tu me donnerais quoi comme date ? Parce que si mes souvenirs sont bons, la salle du trône n'est pas encore entièrement restaurée. Elle le sera bientôt. Oui, on pense qu'entre fin juin, par là, elle devrait être terminée. On devrait démonter les échafaudages à ce moment-là et livrer la totalité à la salle du trône en juin, début juillet. Parce que c'est quand même... Ce que tu as dit en 2 mots tout à l'heure, c'est que ce qui est quand même incroyable, c'est que vous opérez ce chantier dans un bâtiment en fonction. Alors, tout est là. En fait, tout est là. Il y a une bonne partie... mais si, tout est là. En fait, si tout ça a été préservé, probablement, c'est en raison du fait que c'est la même famille qui a possédé ce bâtiment. Et il y a peu d'exemples dans le monde où on a une il n'y a pas eu de passage de main en main, oui, bien sûr. Il y a eu la période de la Révolution, il y a eu plusieurs périodes, les historiens pourraient mieux t'en parler que moi, mais il y a eu plusieurs périodes où le palais a même été abandonné, où il a été livré aux pillards, ou pas aux pillards, mais en tout cas, il a servi de lieu de... Il a été moins protégé, disons. Oui, voilà, il a été moins protégé, donc il y a plusieurs rénovations qui sont intervenues, mais toujours dans le même objectif, et pour les mêmes familles, avec le même but de souveraineté, d'affirmation d'une vision politique de la région, etc. Et il faut reconnaître une chose aussi, c'est que nous avons pu aller jusque-là, car Monseigneur a voulu que nous allions jusqu'au bout. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir évoluer dans un chantier, dans une zone privée, non seulement privée, mais en plus qui fonctionne du point de vue politique, où il y a une vie quotidienne, une activité quotidienne. Il a fallu se mêler à tout ça, mais Monseigneur nous a aidés, puisqu'il nous a autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires. Et là, les dernières discussions que nous avons eues nous permettaient d'imaginer que nous pouvions mettre un point final à cette première phase de travaux en 2028. Donc ça nous amène 27, 28, c'est quelque chose comme ça. Ça fera plus de 10 ans quand même. Oui. Mais c'est considérable, le travail qui a été fourni, d'abord sur le dégagement, la restauration, la réintégration picturale, etc., sur ces fresques-là, puis tous les travaux périphériques de recherche. Naturellement, tout ça, il y a une chronologie, ça prend du temps, mais on a une base de données énorme. C'est difficilement compressible, en fait. Oui, puis aujourd'hui, on voit bien, puisque j'étais encore avec des gens du CNRS ce matin, à Paris, on voit bien qu'on suscite de l'intérêt et on devient un cas d'études intéressantes. Donc, il peut y avoir des gens qui sollicitent le palais pour venir étudier telle ou telle chose. C'est assez intéressant de partir de zéro
arriver à être un centre de recherche intéressant, quoi. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on parlait tout à l'heure de décoller les couches, mais il y a aussi des endroits où, en creusant comme ça, vous avez trouvé, alors je dirais pas une architecture différente, mais en fait, des pièces coupées qui avaient été reconstruites sur d'autres, enfin des choses comme ça. Ça raconte une histoire du palais aussi, c'est que on l'a modifié. Tu me dis, il est resté dans la même famille, mais il a été modifié. Bien sûr, à l'occasion de certains événements, tel prince a préféré diviser une pièce parce qu'il recevait, je pense à Louis Ier par exemple, où on sait maintenant qu'il y a eu une modification importante dans un des salons, puisqu'il a voulu consacrer cette pièce-là probablement pour son épouse, qui était Charlotte de Gramont. Et pour nous, c'était extrêmement intéressant parce qu'on découvre la sédimentation historique du palais. On découvre aussi, lorsqu'on dégage de la peinture et qu'on voit les murs, les pierres, et qu'on puisse analyser les pierres, ben là, on va aussi recréer une histoire en comprenant d'où vient telle pierre, pourquoi elle était ici, etc. Donc, on est attaché effectivement à ça. Et ça nous a conduit effectivement dans une des pièces à mettre poser notre regard sur quelque chose d'absolument incroyable, qui était un pan de plafond qui était caché sous un autre plafond. Et il se trouve qu'il a été caché depuis le XVIIe. C'est-à-dire qu'il est resté visible pendant peut-être 80 années ou quelque chose comme ça, mais qu'à partir de ce moment-là, il a été tout le temps caché au vu de tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il est conservé, du coup ? Il est dans un état de conservation absolument parfait. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez de la fresque qui sort de sa fabrication. C'est le principe de la fresque. Lorsqu'elle n'est pas attaquée, lorsqu'elle n'est pas abîmée par la pollution, qu'il n'y a pas de respiration, qu'il n'y a pas de chaleur, de froid. Il n'y a pas de bactéries ou de choses comme ça. Elle va se conserver. Et c'est le cas. Et là, quand on pose son regard là-dessus, on est vraiment assailli par la luminosité de cette fresque, ses couleurs intactes, qui nous donne des indications sur le reste, d'ailleurs, puisque c'est quasiment un lexique pour pouvoir comprendre ce qui se passe à côté. C'est le chantier parfait, en fait. On a tout. C'est-à-dire qu'on a la découverte et on a le moyen de comprendre notre découverte. C'est inouï, quoi. C'est presque inédit. Alors, les études qu'on a pu faire, on a fait peu d'études de comparatives, je veux dire, mais d'après tout ce qu'on entend, c'est pas courant. Il y a des découvertes qui se font de temps en temps dans tel ou tel palais. On parlait de la Farnésine à Rome. Il y a effectivement un salon qui a été découvert récemment, peint par Raphaël, mais ce sont des petites zones. Là, c'est tout un pan de l'histoire qui nous saute aux yeux, là, parce qu'on a toutes les informations. Tu as raison de dire sauter aux yeux, parce que moi, en tant que béotienne totale, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est la couleur. C'est-à-dire que j'avais la sensation, peut-être tu vas me dire qui n'est pas justifiée, mais que avant que ces fresques ne soient retrouvées, il y avait moins de couleurs. C'est vrai ou pas ? Alors, on va dire que je suis partisan, mais oui, c'est vrai. La caractéristique de la fresque, c'est vraiment ça. C'est une peinture minérale qui conserve toute son intensité si on ne vient pas l'altérer ou si on ne vient pas la gratter. Comparativement à une peinture classique, enfin à l'époque qu'on pourrait considérer comme classique, à la caséine ou à la gomme arabique ou je ne sais quoi, il y a une usure, puisqu'on a affaire à des produits qui sont organiques, et là on est sur du minéral. Et en général, ces produits-là ternissent, alors que la fresque ne ternit pas. Et lorsqu'on a d'ailleurs un exemple sur la galerie d'Hercule, où on a une lunette qui est séparée en deux d'un côté de la fresque et de l'autre côté de la peinture, et là, il n'y a pas besoin d'explication, on le voit immédiatement. On voit la différence. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. On a l'impression que la lumière jaillit de l'intérieur du mur. Oui, alors, quand je disais ce qui m'a interpellée, c'est la couleur, c'est cette sensation aussi que tout était plus éclairé. Alors quand on vit à Monaco et qu'on vit ces événements institutionnels, la salle du trône, alors c'est pas qu'on la fréquente beaucoup, mais on la connaît. Et là, moi j'ai eu vraiment l'impression d'être dans un endroit différent. C'est logique, c'est tout à fait normal et c'est voulu même. Il y a deux types de repeints au plafond, sur les plafonds du palais. Il y a des repeints comme sur la salle du trône ou comme sur la galerie d'Hercule, où les peintres des années, on va dire, là pour le coup c'était dans les années 50, 1950, les peintres ont repris les mêmes motifs, mais en les recouvrant avec leur propre peinture. Sur la galerie d'Hercule, c'était pareil, ils ont repris exactement les mêmes motifs, mais avec de la peinture, donc ça a terni tout ça. Ouais. Il y a d'autres zones où les artistes ou les peintres de l'époque
où les seigneurs de l'époque, ou les princes de l'époque ont demandé d'autres types de motifs, Ouais. et auquel cas, là, ils ont recouvert d'une façon complètement opaque et uniforme. Mais là, c'est plus évident, puisque le motif lui-même n'est plus le même, alors que tu évoques la salle du trône, où effectivement, pour tous les gens qui connaissaient la salle du trône, quand ils vont y arriver aujourd'hui, ils ne vont pas reconnaître la salle du trône. C'est ça. Et ils vont commencer à pouvoir comprendre, d'ailleurs, l'histoire qu'on leur raconte autour de tout ça, puisque on est un petit fil conducteur, mais on peut s'en rendre compte très facilement. Alors qu'avant, c'était tellement terne, noyé, etc., on ne comprenait pas grand-chose. Donc oui, on a changé cet état, cette vision qu'on peut avoir du palais. Ouais. Quand on a la chance, moi j'estime que c'est une chance, puisqu'en plus tu le racontes avec beaucoup de passion, quand on a la chance de tomber sur un chantier comme ça, de faire une découverte pareille, est-ce qu'il y a un moment où on se dit « je vis un moment d'histoire » ? Il nous a fallu du temps pour comprendre l'impact que ça avait, mais assez rapidement, on a compris nos responsabilités et notre engagement dans ce projet-là, et on a compris aussi l'impact que ça pouvait avoir à l'extérieur. Et là, on a commencé à mesurer la transformation qu'on apportait sur la vision du palais. Ne serait-ce que le fait de rappeler à tout le monde qu'il s'agit d'un élément patrimonial mondial important, c'est quand même pas rien. Pour beaucoup, il s'agissait d'un palais 19e ou un peu plus ancien. Oui, c'est vrai qu'on sait d'où il vient, mais on savait qu'il avait été transformé. On pensait qu'il avait été transformé à plusieurs reprises. Oui, parce que mais c'est pas la même chose. Quand on le regarde, et Dieu sait qu'on aime tous le palais, mais quand on le regarde, on a quand même l'impression qu'il y a différentes époques qui sont juxtaposées. Bien sûr. Dans la construction, dans l'architecture, dans les revêtements. Voilà. Et donc, on n'a pas cette sensation d'avoir un élément patrimonial aussi déterminant. Je pense que cette notion de patrimoine important, on en parle beaucoup à Monaco depuis plusieurs années. On en parle même depuis toujours, mais le besoin de s'agrandir, etc., a mis en avant les projets d'architecture, des projets d'expansion extraordinaires qui sont très riches et très intéressants. Mais là, ce retour en arrière, sur cette position de ce retour en arrière, c'est aussi intéressant. Et ces différents facteurs que l'on observe, que ce soit des remparts, que ce soit des tours, que ce soit des galeries, on a effectivement, si on s'y intéresse un petit peu, on a toute cette chronologie et de ce développement du palais, qui est un palais vivant, qui continue à l'être, mais qui aujourd'hui est conscient de la richesse et des trésors qui y sont cachés. Et ça, je pense que c'est un élément important qu'on a pu rajouter en rappelant qu'on est sur un objet patrimonial important qui renferme des trésors et des éléments magnifiques qui suscitent tous des études, etc. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent au quotidien sur ce projet ? Alors, globalement... il y a beaucoup de femmes en plus, hein, si je me souviens bien. Oui, le métier de la conservation-restauration ou des peintres en décor du patrimoine est très représenté par la gente féminine. On a à peu près, je dirais, 80% de dames sur le chantier. On a aussi des garçons, des hommes, qui sont, c'est vrai, très, très faiblement représentés. Ça, je peux pas... C'est important de le dire. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est la diversité des métiers. Et là, on est un peu dans l'air du temps. Le métier de la conservation-restauration évolue. J'étais à un colloque à Paris récemment où on évoquait la question des métiers futurs de la conservation-restauration. Et on disait qu'il y a à peu près 85% des métiers qui seront en 2030 qui sont aujourd'hui inconnus et qui n'existent pas, qu'il va falloir les créer. C'est-à-dire que ce sont des nouvelles technologies, une nouvelle approche, une transversalité dans les responsabilités, etc., qui anime... C'est plus seulement le pinceau, quoi. Ah ben oui, le pinceau ou l'analyse physique ou chimique de certaines choses, puisque les conservateurs ont une formation très solide dans les analyses, etc. Mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a une technologie qui se met en place, il y a des technologies qui partent vraiment très très loin aujourd'hui. On peut imaginer qu'un jour, on mettra un appareil qui détectera la qualité des matériaux, l'origine des pigments, enfin, etc. Ça, c'est de la science-fiction pour l'instant, mais ça pourrait arriver assez vite, en définitive. C'est un rêve.
Oui, justement, on en parlait ce matin avec les gens du CNRS qui sont en train de développer une machine qui va aller sur la Lune probablement. Enfin, c'est toute une histoire, c'est très intéressant, quoi. On a du mal à imaginer que les fresques du palais aient besoin d'une machine qui va sur la Lune, mais finalement, ça semble cohérent. C'est assez simple, c'est la caractérisation des matériaux. Comment on fait pour savoir que tel matériau, sans le détruire, parce qu'une fois que vous l'avez détruit, eh ben, il est perdu. C'est tout simple. Donc, comment faire pour le comprendre? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, que ce soit en hyper-infrarouge, en ultraviolet très haute définition, ou en thermographie. Enfin, il y a plusieurs méthodes. Vous faites du carbone 14 aussi au palais? Alors, on a fait... Parce que là, tout le monde a... C'est vrai que les momies égyptiennes ont mis à jour l'idée de la datation au carbone 14. Donc, tout à l'heure, quand tu me disais Renaissance, est-ce qu'on a pu le confirmer par ça ou pas? Alors, le carbone 14 peut être fait sur des petits extraits. Des éléments organiques. Ouais. Donc, tout ce qui est minéral, on oublie. On oublie, oui. On a pu en faire, mais leur précision est aléatoire. Par exemple, si on fait un prélèvement sur une structure ou même sur une petite brindille qu'on va trouver dans les enduits, on ne connaît pas l'origine de la brindille. Elle peut très bien venir d'une période beaucoup plus antérieure ou plus tard. On peut dater à peu près la brindille, mais c'est tout ce qu'on va savoir. C'est intéressant de savoir une brindille, mais ce qui nous intéresse, c'est un peu plus ce qu'il y a autour, quoi. Et par contre, on a fait plus de 350 prélèvements et analyses en laboratoire, que ce soit pour connaître les enduits, les pierres, enfin les roches ou les pigments. Alors toute cette équipe qui travaille, je le rappelle, tous les jours, vous travaillez tous les jours, parce que c'est un chantier qu'on ne peut pas laisser dormir. On ne peut pas dire je pose tout ça et je reviens dans 15 jours, en fait. Non. C'est très difficile de faire ça. C'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. En fait, il y a plus d'une 60aine de personnes qui, depuis le début du chantier, sont passés à Monaco sur ce chantier-là, en sachant qu'il y a à peu près une vingtaine qui sont en permanence. À la fois, oui. Ces dernières années, on a assez peu de turnover, puisqu'il faut du temps pour s'adapter aux conditions de travail du palais. Il faut du temps aussi pour adopter les techniques, les protocoles que nous avons développés. Puis une fois que les gens sont dedans, on est tellement... englouti par la recherche et on est tellement immergé dans ce projet qu'on a du mal à en sortir en définitive. C'est vrai. Ça veut dire que, en fait, on t'imagine tous les jours en refaire un tour et tous les jours découvrir des choses et tous les jours te dire j'ai tourné une page, mais il y en a encore tellement derrière, quoi. Alors, tous les jours, il y a la vie des gens. Ça, c'est important, puisque l'approche managériale est extrêmement importante aussi dans ce domaine-là. Les gens, il ne faut pas oublier que quand ils sont sur un plafond ou sur un échafaudage, ils peuvent travailler à peu près à 1 mètre de distance l'un de l'autre, et ça dure pendant 8 heures, et pendant tous les jours. Donc la bulle, vous savez, la bulle de protection, là, elle est franchie très facilement. Là, c'est un open space de vraiment. Oui, c'est ça. Et donc ça, c'est une difficulté aussi. Alors, les gens sont très concernés, donc on arrive, on a une grande bienveillance les uns avec les autres. Donc ça, c'est un élément important. Le fait de travailler à proximité comme ça crée aussi des amitiés. On a une réelle équipe, quoi. C'est extrêmement intéressant. C'est ta formation de manager des équipes. Tu arrives à ça comment, en fait? D'ailleurs, il faut le signaler. C'est dans le domaine. C'est encore une particularité de ce chantier. On peut dire une sorte d'expérimentation aussi intéressante. Qu'un projet de conservation-restauration soit structuré de la façon dont nous l'avons structuré est assez particulier. En fait, il y a le principe de base, c'est que les gens dont c'est le métier sont posés là où ils doivent être. Et lorsqu'il s'agit de management d'un projet, les managers sont assez réputés apporter une plus-value sur quelque chose. C'est mon cas. Et moi, je viens du monde du management, donc et de l'histoire de l'art en même temps. Ce qui m'a permis aujourd'hui de réaliser un mix extraordinaire. T'étais pas un manager en électro. Non, je me suis beaucoup intéressé aux méthodes et à la recherche sur le management. Alors j'ai fait des études au Canada sur ce sujet-là en particulier. Ce qui m'a ouvert l'esprit d'ailleurs dans un certain nombre de pratiques, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que nous sommes un projet multiculturel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs nationalités.
il y a plusieurs langues, on a des formations d'horizons complètement différents. Quand vous prenez quelqu'un qui a été formé à Londres ou quelqu'un qui a été formé à Rome ou à Florence, vous n'avez pas les mêmes formations et les mêmes approches. C'est ça la question que j'allais te poser, c'est est-ce que c'est facile de recruter pour un tel projet ? Parce que, alors, au-delà des talents qu'on connaît, j'imagine, hein, on se dit j'ai besoin de telle personne qui sait faire ça, mais après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment où il faut trouver le moyen d'attirer sur le projet, d'attirer les talents sur le projet ? Alors en général, quand on évoque le projet, on n'a pas besoin de faire de gros efforts pour attirer des gens. Ah. Ça, c'est le principe. C'est déjà ça. Oui. Ensuite, on a fait à plusieurs reprises des recrutements importants et on a décidé de les faire d'une façon cohérente et construite. Ouais. Et là, on a mis un cahier des charges, etc. en place. Et on se rend compte qu'on a rarement la personne exactement qui correspond au poste dont nous avons besoin. En revanche, tous les gens que nous rencontrons présentent des compétences particulières et des talents particuliers. Et la structure que nous avons mise en place permet à ces talents-là, si les gens le souhaitent naturellement, de s'épanouir. C'est notre objectif. Ouais. Parce que s'ils s'épanouissent dans un contexte, on va dire, d'assez grande liberté, eh bien on a de la créativité. Et cette créativité nous permet d'aborder la question de notre responsabilité pleinement, puisqu'on va développer des nouvelles pistes, des nouveaux axes de recherche, etc. On a quand même l'impression, en t'écoutant, que c'est un projet qui... alors, j'allais dire, c'est presque comme si vous appreniez en marchant, quoi. C'est presque un projet évolutif complètement. Est-ce que ça, c'est facile à vendre ? Quand je dis à vendre, on a tous des gens à qui il faut qu'on parle budget, à qui il faut qu'on parle délai, à qui il faut qu'on parle moyens... est-ce que quand on est sur un projet qui est si difficile à prévoir, parce que ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que c'est difficile à prévoir, est-ce que c'est facile à faire évoluer ? En fait, on parle là de capacité d'adaptation, ouais. Et il se trouve que les dirigeants du palais ont toujours compris, quand je parle des dirigeants, je parle de Monseigneur naturellement, ouais. Aussi, ont toujours compris de cette particularité de la découverte. Et cet intérêt que présente la découverte. Donc on n'a pas eu à démontrer. Au début, oui, il a fallu qu'on démontre qu'on ne se trompait pas, qu'il s'agissait bien de fresques et qu'il ne s'agissait pas d'une peinture 19e, comme ça nous l'a été évoqué à plusieurs reprises. De bonne foi d'ailleurs, puisque les gens pensaient qu'au 19e, il y avait eu beaucoup de travaux et qu'on n'imaginait pas tout ça, ce n'était pas documenté, etc. Donc l'adaptation pour nous a été un peu plus difficile là, où il a fallu démontrer une certaine légitimité pour dire... Nous valorisons ça parce que nous avons de la fresque et nous valorisons la fresque. Le problème de la valorisation en matière d'art est permanente. C'est partout, que ce soit pour des tableaux ou autre chose. Cette question-là est importante. Alors, des fois, il y a des experts qui vont vous exprimer leur point de vue. Ils sont là pour ça. Nous, eh bien, nous avons des gens qui avaient une certaine expertise et les démonstrations qui ont été faites ont imposé ce principe de découverte. Là où ça a été plus compliqué peut-être, c'est de dire peut-être que si on va là, on va en trouver, peut-être que si on va là, on va en trouver. Et il a fallu lancer des campagnes, etc. Et là, il a fallu être soutenu. Et nous l'avons été. Nous n'avons pas eu à démontrer grand-chose. Jusqu'à dernièrement, lorsque j'ai eu un entretien avec Monseigneur, où je lui exposais les projets, nos objectifs, parlons de ça. Il n'y a pas eu de difficulté. Je pense qu'il a pris conscience assez rapidement de son impact sur la préservation du patrimoine et sur sa responsabilité de proposer ce patrimoine-là aux générations futures. Ça, c'est la démarche même de la conservation. Bien sûr. Mais quand on parle d'objectifs ou en tout cas de projets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois la salle du trône terminée, il y aura encore des choses derrière ? Oui, on est sur un autre salon actuellement qui est en cours, qui n'est pas accessible au public et qui va être, je pense, un des plus beaux salons que nous allons réaliser. Puisqu'on a évolué, on s'est adapté et on a acquis une certaine expertise, enfin le personnel en tout cas qui travaille, les conservatrices et peintres en décor, ou ingénieurs, photographes, enfin, etc. Tout l'ensemble de l'équipe a acquis cette expertise-là. Donc c'est maintenant assez simple de poursuivre dans cette perspective-là et de développer tout notre savoir sur ce salon-là précisément. On a créé par exemple une recette d'aquarelle
puisque nous utilisons l'aquarelle. C'est une histoire remarquable, ça, c'est étonnant. On considère que quand on prend une aquarelle pour faire de la réintégration picturale, pour venir reboucher les petits trous, etc., reconsolider un certain nombre de couleurs, eh bien, l'aquarelle qui se trouve dans le marché, c'est utilisé parce que c'est réversible, on peut l'effacer, mais les aquarelles que nous trouvons dans le marché sont à base de pigments de synthèse. Or, ils sont rarement en relation exacte avec les pigments d'origine, naturellement. Donc, il a fallu... et en plus, on n'était pas éco-responsable parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il y avait dans ces pigments. On a créé une nouvelle recette, on l'a étudiée, test de vieillissement en laboratoire, on est allé très au bout de la question. Vous avez fait une aquarelle made in Palais Princier. On a une aquarelle Palais, d'autant plus Palais qu'elle est fabriquée sur une palette qui correspond aux couleurs du palais. D'accord. Et c'est une palette de 14 couleurs. Avec 14 couleurs, on crée tous ces motifs-là. Et donc, on a eu deux chercheurs. C'est la palette qu'avait Nicolas... Alors, c'est pas exactement la sienne, puisque les pigments sont pas exactement les mêmes. Ils n'ont pas la même provenance. Je vous donne un exemple assez amusant, c'est que il y avait un pigment vert que nous n'arrivions pas à retrouver. Eh bien, nous avions une géologue à l'époque qui était dans l'équipe et qui savait qu'il y avait une veine de vert dans une carrière pas très loin de Monaco. Elle est une petite veine de quelques mètres. Elle est allée dans cette veine-là, elle a récupéré un bout de pierre et on a fabriqué notre pigment de pierre, notre pigment vert à partir de cette pierre-là. Et ça se rapproche. Et on est très près de la réalité de ce dont nous avons besoin. Et en plus, on est totalement minéral. En fait, c'est une démarche remarquable de pouvoir produire. Alors, ça ne coûte rien, naturellement. Il faut aller chercher la pierre, la broyer, la mélanger, puis là, on a de la peinture. Alors, justement, parlons de ça. Tu me dis, il faut aller chercher la pierre, la broyer, la mélanger. On la réduit en poudre ? Oui. Et on la mélange à de l'eau ? Alors, on va la mélanger à de l'eau avec un liant. Pour que le liant englobe ce pigment-là. La difficulté, c'est qu'il faut qu'elle soit réversible, mais qu'elle tienne quand même en place. Ouais. Donc, il y a toute une approche à faire sur le dosage de tous ces éléments-là. Lorsqu'on peint un fresque, en revanche, sur de l'enduit frais, on va poser du pigment avec de l'eau. Là, oui. Et c'est ce que faisaient les peintres à l'époque. Sauf que nous ne repeignons pas à fresque, puisqu'on ne peut pas... il faut que ce que nous produisions soit réversible. Pour les générations futures, il faut qu'on identifie clairement la fresque originelle de notre travail. Eh oui, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est tourné vers le passé, mais c'est aussi tourné vers l'avenir. Complètement, puisqu'on pense aux générations futures, on documente, on photographie, on analyse. Vous êtes en train de refaire le fond d'archives qui correspond à ces œuvres ? On le fabrique. On ne le refait pas, on le fabrique. Puisqu'il y avait peu d'éléments... Il ne devait pas exister, c'est ce que tu me dis. Voilà. Mais tout notre fond, c'est 40 000 fichiers. C'est une quantité de fichiers énorme avec des photos, des analyses, des fiches d'observation, des cartographies. Enfin, on identifie tout ça. Si un jour, probablement, dans 50 ans, il y a des gens qui reviendront derrière nous pour revisiter tout ça et puis les consolider ou les restaurer, eh bien, ils auront tous ces éléments-là à leur disposition et ils sauront exactement quoi faire, à quel endroit. C'est ça. Parce que tu dis, si un jour, il y a des gens qui viennent derrière nous, ça veut dire que la période de vie de ce que vous êtes en train de faire, elle est datée aussi. Oui, probablement, l'usure étant ce qu'elle est. Ce qui d'ailleurs est très intéressant parce que ça développe un nouveau poste de travail, si je peux dire, et une nouvelle préoccupation. On parle maintenant de conservation préventive. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place, on y travaille dessus actuellement, on met en place un protocole, un système, une organisation pour contrôler l'évolution de ce que nous avons. Puisqu'un trésor, quand vous avez un trésor, il faut le préserver, votre trésor. Et puis, il s'agit de le préserver absolument de tout ce qui pourrait arriver. Ouais. Mais l'évolution de sels, par exemple, qui ressortent du mur, il va falloir les contrôler, le vérifier, le modifier, etc. Ça nécessite... Quand on parle de patrimoine, on parle de ça. On parle d'un engagement pour préserver ce qu'on a trouvé. Alors, ce n'est pas des gros travaux non plus. Si on le fait avec une certaine organisation, on minimise l'action.
c'est très bien. Si on attend que tout se dégrade, là, c'est plus compliqué. Oui, il faut reprendre à zéro, du coup. Et puis même en termes de coût, ça peut représenter un coût assez faible, mais si on doit tout recommencer, là, par contre, 10 ans de travail avec 20 personnes en permanence sur le chantier, vous imaginez un peu ce que ça représente, quoi. Là, comme ça, à brûle pour point, en t'écoutant, je me dis, bon, c'est un projet, c'est une aventure qui a déjà coûté plusieurs millions d'euros. On peut parler de ça, oui, ça semble clair, puisqu'on a commencé les travaux vraiment en 2013, on est en 2024, alors imaginez 20 personnes en permanence qui travaillent et qui sont payées dans des standards tout à fait habituels. Ouais. Non, mais même, évidemment. Les analyses, 300 analyses, ça coûte. Tout à l'heure, je n'ai pas terminé, mais on a fait une cinquantaine de carbone 14 quand même. Donc tout ça, effectivement, plus les analyses, etc. Et plus les études, ça représente un coût, mais ça à l'échelle, on a fait des comparatifs de coûts par rapport à ce qui peut se faire sur d'autres chantiers, on est dans des coûts tout à fait maîtrisés, quoi. On n'est pas dans des... par rapport au prix d'un appartement à Monaco, c'est dérisoire. Bien sûr. Justement, tu dis on a fait des comparatifs avec d'autres chantiers. Là, je lis que vous faites quand même partie... vous faites des conférences. Alors, tu as parlé du colloque qui aura lieu à Monaco, mais pour l'instant, vous faites partie d'une communauté quand même. Oui, on intervient auprès de certains comités. Et lorsqu'il y a, par exemple, un colloque qui est fait par l'ICOM l'ICOM, c'est, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'International Council of Museums. C'est ça. On intervient... Là, on est intervenu justement à Lisbonne au cours du dernier colloque en présentant notre projet d'aquarelle qui a laissé les gens pantois. C'est très intéressant. On était à Lisbonne, on a été à Rome, mais il y a des choses qui seront utilisées par d'autres alors. C'est le but, c'est le partage des connaissances, etc. Je pense qu'on est tout à fait dans cette lignée-là. On ne correspond pas à un modèle, puisqu'on est dans une situation très particulière. Donc, par contre, on vit des expériences et on fabrique une expérience, une histoire qui peut intéresser un certain nombre de personnes et qui peut servir d'étude de cas particuliers. On est bien dans un cas particulier, quoi. Tout ça fait... dans la vie de Christian Gauthier, ça représente quoi ? Je ne sais pas, un ordre de grandeur de ce que ça représente dans ta vie quotidienne, parce que j'imagine que on se lève fresque, on se couche fresque, parce que c'est pas chronophage que pour les équipes, c'est aussi chronophage pour les concepteurs. Alors, c'est un investissement total et permanent. Il n'y a pas d'arrêt, ça ne s'arrête jamais. Il y a des vacances, mais j'essaye de ne pas visiter de musée, des choses comme ça, mais j'ai du mal. De tous les points de vue, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant et qui est passionnant. Donc, tous les opérateurs, tous les gens qui font partie de cette équipe-là, on partage tous la même passion, à des degrés différents, mais on est tous très investis. Donc, oui, c'est pas chronophage, ça a pris un pan de ma vie complet, quoi. À mon grand plaisir, d'ailleurs. C'est très agréable. On parle pas de contraintes, hein. On parle de nécessité, ce qui est quand même tout à fait différent. C'est ce que j'entends dans tout ce que tu me dis, c'est que c'est un projet pour lequel il faut se donner certains moyens. Et j'imagine que ça commence par les moyens humains et en tout cas les moyens personnels qu'on y dédie. Tout à fait. Tu as tout à fait défini ce principe-là assez clairement. On ne peut pas faire autrement que d'être totalement investi. Donc voilà. On pourrait ne pas l'être. Justement, on pourrait s'arrêter à un certain nombre de travaux et ne pas faire les recherches que nous faisons. Mais on se doit d'être exemplaire quelque part, on se doit d'aller jusqu'au bout des choses, parce que c'est comme ça que ça marche à Monaco et au Palais. Et puis on a Monseigneur derrière qui nous suit, on veut quand même qu'il soit fier du travail qu'on a pu faire, quoi. Donc, il vient sur les échafaudages il est venu plusieurs fois, oui. Parce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas poser les pinceaux ou les machines et s'arrêter pendant 15 jours. C'est quoi le risque si on laisse ce chantier, alors pas à l'abandon, mais inactif pendant un certain temps? C'est quoi le risque ? Objectivement, je ne me suis pas posé la question, pour répondre clairement, puisque la question ne se pose pas. Mais je sais que la remise en route, par exemple, après une période estivale, de vacances d'été, la remise en route est toujours un petit peu difficile.
puisqu'il faut se remettre dans cet investissement total. Ouais. Donc, et ça, on rentre pas dans un univers comme ça du jour au lendemain instantanément. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord. Il faut se remettre dans la logique de ce que nous avions entrepris. Il y a des process qui sont en cours. Là, par exemple, une étude laser sur des fonds gris, ça paraît dérisoire, mais ça a pris 5 personnes pendant 6 mois, tous les jours, pour analyser, vérifier, faire des tests, reprendre. Et c'est c'est lent comme processus. Et donc ça, si on interrompt ça et qu'on interrompt un mécanisme de recherche, eh bien, on mettra beaucoup plus de temps à revenir dessus, quoi. Mais il faut, parce qu'il faut se nourrir, il faut s'alimenter. C'est ça. Personnellement, il faut être faut vivant. Entretenir la flamme, quoi. Exactement. Et puis, on apporte du sang neuf tous les jours. Le principe de la remise en question, elle est là. Hein. Quand on se remet en question, bien, il faut aller chercher des réponses quand même. Et des fois, c'est pas facile, mais on en trouve. Hein, ça peut être fatigant, mais l'effet de groupe est intéressant. On a une belle collaboration avec tous les membres de l'équipe, là, ce qui est très stimulant, en fait. Et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter, alors à Christian Gauthier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter au projet ? Vraiment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de mettre en avant la passion et la volonté de tous les partenaires qui travaillent là. Et j'ai essayé de créer un contexte où ces gens-là ont pu développer ça. Moi, maintenant, ce qu'on peut me souhaiter, c'est des vacances, probablement là prochainement. Mais sinon, ce que j'aimerais vraiment par-dessus tout, c'est que même à la fin de cette première phase, que tous les principes que nous avons développés puissent être utilisés ailleurs ou être étudiés ou être partagés en tout cas, et que cette notion de développement d'une rencontre sur la Renaissance, je trouve cette idée-là extrêmement séduisante, d'autant que les autres acteurs nous demandent vraiment d'organiser ça. Donc c'est à des fins scientifiques, mais ça peut être extrêmement intéressant de voir Monaco comme centre de recherche, enfin en tout cas de rencontre sur la Renaissance. Je trouve ça séduisant. Ben écoute, oui, moi aussi. On se donne rendez-vous pour le colloque, on le rappelle ? 2026, mars 2026. Mars 2026. Voilà. On va être, nous, présents dans plusieurs colloques, donc, comme tu le disais, mais on se focalise beaucoup sur 2026, qui aura lieu, donc, je peux donner quasiment la date, c'est le 19 mars 2026. Ben écoute, on se reparlera à ce moment-là, alors j'espère. J'espère que tu vas revenir nous voir, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ces derniers temps. Hein. Ça, c'est sûr. Merci, Christian, d'avoir trouvé un petit moment pour nous. C'est avec grand plaisir que nous partageons ça. Et à très vite. À très vite. À très bientôt.